Bonjour, chers adhérents de l'Université du temps libre de Tarbes et de Bigorre. Vous allez avoir la troisième vidéo sur le cours de philosophie grecque. Nous en sommes toujours à Gorgias et donc je vais vous rappeler l'endroit où nous nous étions arrêtés en vous affichant le plan sur l'écran et vous verrez donc exactement ce que nous avons vu et l'endroit précis où nous nous sommes arrêtés, le temps que le texte veuille bien arriver sur votre écran. Donc, le voici, je vous l'agrandis, nous avons vu la vie, nous étions dans la doctrine. La doctrine, j'avais subdivisé en deux, le fameux traité du non-étant sur lequel je vais revenir très rapidement, et nous avions commencé donc en bas, la deuxième grande partie, la rhétorique de Gorgias. Très rapidement, donc, le traité du non-étant, je rappelle les trois thèses. Première thèse, rien n'est, qu'il a prouvé. Deuxième thèse, même si quelque chose est, cela n'est pas connaissable, n'est pas donc acquis, ne peut pas être acquis par notre connaissance. Troisième thèse, même si cela est connaissable, cela est intransmissible par le discours. Il avait donc prouvé ces trois thèses. Quels qu'aient été ces arguments? Je dirais c'est secondaire, puisqu'on avait examiné les critiques aux arguments de Gorgias que je pouvais faire. Ce qui est intéressant, évidemment, c'est le lien qu'il y a avec la rhétorique de Gorgias, sur lequel je voudrais revenir. Mais avant d'y revenir, regardez bien là où nous en sommes, rhétorique de Gorgias, donc de 1, le traité du non-étant base de la rhétorique, on avait vu ce que n'était pas ce traité, on avait vu ce qu'il est, nous avions commencé la rhétorique de Gorgias, nous en étions au discours médecin, c'est là que je reprendrai donc mon propre discours. Donc, le discours, d'abord, pardon, oui, le lien étroit entre le traité du non-étant et la fameuse théorie du discours chez Gorgias, plus exactement la place capitale que le discours occupe chez Gorgias. On avait vu que ce traité du non-étant n'était pas gratuit. Il était destiné à installer sur le trône la rhétorique. Pourquoi? Parce que le discours du non-étant avait pour but de prouver que la vérité ne nous était pas accessible. Ça, c'est la grande certitude de Gorgias, grand problème philosophique d'ailleurs. Est-ce que nous avons accès, oui ou non, à la vérité? Gorgias, à sa façon, a prouvé que non. Puisque nous n'avons pas accès à la vérité, il reste une place royale pour le discours, donc qui va combler ce vide, et le discours va pouvoir faire ce que l'accès à la vérité impossible pour nous ne pouvait pas faire. Je reviens donc sur le fameux discours médecin que nous avions entamé, et je vous redonne l'anecdote que citait Gorgias à ce sujet. Je lis, c'est lui qui parle. Je suis allé souvent déjà avec mon frère, qui était médecin, avec d'autres médecins aussi, visiter des malades qui ne consentaient ni à boire leurs remèdes, ni à se laisser soigner ou cautériser par le médecin. Et là où le médecin était impuissant à les convaincre, moi, je parvenais sans autre art que la rhétorique à les convaincre. Voilà donc une expérience dont Gorgias nous fait part. Je vous avais également cité ce passage de l'éloge d'Hélène que nous verrons tout à l'heure sur la puissance du discours, qui est à mon avis très intéressant. C'est la conviction de Gorgias et finalement il l'a prouvé par sa vie aussi, puisqu'il avait beaucoup de succès. Discours, dit-il, est un maître très puissant qui, par un corps très petit et tout à fait invisible, accomplit des actes au plus haut point divin. Il est capable en effet d'apaiser la crainte, d'éloigner la peine,
de faire naître la joie et d'accroître la pitié. Voilà donc deux exemples importants pour avoir conscience avec Gorgias de la force du discours. Donc, je suis bien dans le fameux discours médecin. Gorgias est tout à fait conscient que la réalité dans laquelle nous vivons nous confronte sans cesse à des contradictions. Que les contradictions soient dans la réalité extérieure, c'est évident, pensez au jour, à la nuit, à la lumière, à l'ombre, au froid, au chaud, etc., etc. Que les contradictions soient à l'intérieur de l'homme, c'est non moins évident. Il suffit que nous pensions à nos sensations, à nos émotions, à nos passions et à nos actions. Nos émotions, bien sûr, je prends l'exemple des sensations. Aujourd'hui, à l'heure à laquelle je vous parle, il est 15h58 à mon ordinateur, il y a du soleil. Supposons que demain, à la même heure, je me retrouve dans l'ordinateur à 15h58, qu'il y ait du soleil. Il n'est pas du tout sûr que j'éprouve la même sensation. On peut élargir cela sans difficulté à nos émotions, à nos passions, à nos actions. Donc, nous sommes bien conscients que de nombreuses contradictions nous frappent et nous habitent. Et pour Gorgias, le discours va avoir pour fonction de guérir les plaies provoquées dans notre âme par toutes les contradictions qui nous habitent, qu'on vient de voir. C'est ce qu'on peut appeler, vous voyez, le discours médecin. Autrement dit, le discours doit agir à la façon d'une médecine. Et nous allons le voir donc de façon précise. Le discours médecin, donc médecine, prenons le mot grec, pharmakon, bon, qui nous est bien connu, puisqu'il a donné, évidemment, chez nous, le mot pharmacie. Donc, ce pharmakon, en grec, cela désigne d'abord une plante qui peut avoir des effets divers sur nous, nous guérir, nous empoisonner, donc des effets médicinaux, des effets magiques. Ça, c'est le premier sens du mot grec pharmakon. Le deuxième sens en dérive naturellement, c'est le produit tiré de cette plante qui pourra avoir les deux mêmes effets que la plante, soit un effet bénéfique pour nous guérir, soit un effet maléfique pour nous empoisonner. Donc, Gorgias nous dit, le discours sera capable, comme la plante pharmakon, d'agir sur nous. Et donc, vous voyez que puisque le discours peut avoir un effet maléfique ou un effet bénéfique, on peut faire une objection à Gorgias. Ce fameux discours qui est pour vous si puissant, il va quand même, à l'occasion, faire appel à la tromperie, ce qui n'est pas très vertueux, ce qui est dangereux. Gorgias répondrait à cette argumentation, à cette objection, oui, si votre seul souci ou si votre principal souci est la vérité, vous pourrez parler de tromperie. Mais comme la vérité est hors de notre atteinte, ce qu'a montré le discours, le traité du non-étant, comme elle est hors d'atteinte, moi, avec le discours, je me sers des apparences pour créer l'émotion. Et c'est à moi d'utiliser donc ces apparences. Autrement dit, je me sers des apparences pour créer l'émotion, j'agis sur l'âme humaine. Et donc, le fameux discours de Gorgias fait appel à la psychologie et on peut ici utiliser un très beau mot grec, la psychagogie. Donc, la psychologie, c'est l'étude de l'âme. La psychagogie, c'est la conduite de l'âme. Pensez à pédagogie, la conduite des enfants. Donc, psychagogie, conduite de l'âme.
Donc, notre Gorgias considère l'âme humaine, à assez juste titre, à mon avis, comme essentiellement passive. Passive en ce sens qu'elle est possédée par ce qu'elle reçoit de l'extérieur. Pensez de nouveau à sensations, émotions et la suite. Donc l'empreinte des sensations est si forte sur notre âme qu'elle peut provoquer toutes sortes de réactions, entre autres des réactions violentes, telles que la peur, ou la peur extrême, la panique. Et donc, devant ces réactions très violentes suscitées par les sensations, eh bien, le discours pourra quelque chose, mais il faut qu'il soit conscient d'une chose, que la force, je dirais, rationnelle, la force des arguments du discours sera en elle-même beaucoup moins puissante que celle des sensations. C'est évident. Et donc le discours aura une première tâche avant de faire appel aux arguments rationnels, c'est de mettre l'âme humaine en état de réceptivité, d'user pour cela de la persuasion, ce que dit le beau mot grec peito, et cette persuasion, cette peito, c'est un concept majeur de Gorgias et d'ailleurs de la sophistique en général. Autrement dit, la persuasion, persuader, consistera à créer un climat affectif propre ensuite à entraîner l'adhésion intellectuelle. Sans ce climat affectif créé par la persuasion, les arguments resteront sans poids et la logique même, fût-elle la plus rigoureuse, sera impuissante à persuader. Donc, vous voyez, bien établi, la théorie de Gorgias. Commençons par mettre l'âme en disposition pour accepter les arguments rationnels. Quels seront donc les arguments, les instruments, de la persuasion? Ce sera ce qu'on appelle, nous, aujourd'hui, les figures de style. Elles sont très nombreuses. Je ne vais pas vous les énumérer, mais je vais en prendre 3 ou 4. Et la tradition, d'ailleurs, attribue à Gorgias l'invention et l'usage fréquent de quelques-unes de ces figures de style. Nous les verrons d'ailleurs en étudiant le fameux éloge d'Hélène. La première, l'antithèse, que nous connaissons très bien. Un exemple d'antithèse, bon, notre littérature en est farcie, pourrait-on dire, dans le Cid de Corneille, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Voilà un exemple d'antithèse. Un mot un peu plus savant, mais qui dit très bien ce qu'il veut dire en grec, homéotéleute. Homéo, semblable, téleute, fin. Donc un homéotéleute ou deux homéotéleutes, ce sont deux membres de phrase qui vont se terminer, téleute, homéo, de la même façon, c'est-à-dire par un rythme égal et des sonorités égales. En gros, si vous voulez, un bon exemple d'homéotéleute, ce sont les vers alexandrins. Avec la rime, nous avons une terminaison égale sonore. Parents de l'homéotéleute, donc ces fameuses fins de phrases qui sont semblables, il y a les parisoses, c'est un petit peu pareil, c'est-à-dire, parisose veut dire une quasi-égalité. Donc, je vais faire deux membres de phrase qui seront pratiquement égaux. Mettons, je fais un premier membre de phrase comportant 6 éléments rythmiques. Je vais faire un second membre de phrase comportant 6 éléments rythmiques. Si j'en fais un de 6 et l'autre de 8, vous voyez, j'aurai une parisose, ils seront à peu près égaux. Voilà, donc antithèse,
homéotéleute, parisose, c'est figure de style qu'a pratiqué beaucoup Gorgias. Il est très probable que Gorgias ait été influencé par les théories pythagoriciennes. Je vous rappelle que Pythagore est l'inventeur du fameux nombre d'or, n'entrons pas dans le détail, mais à partir de ce nombre d'or, que l'on observe par exemple dans l'architecture du Parthénon et d'autres temples, etc., n'entrons pas dans les détails, mais ce fameux nombre d'or gouverne l'architecture, gouverne la musique, gouverne donc le discours. Vous voyez donc que l'aspect musical du discours sera capital à juste titre pour Gorgias. Autrement dit, il sera très attentif à la sonorité et au rythme, deux éléments qui vont souvent ensemble. Je pense à un exemple célèbre. Lisez n'importe quelle phrase ou page de Chateaubriand, vous trouverez ces fameux rythmes, par exemple ternaires, dont est friand Chateaubriand, et vous trouverez dans ces fameux rythmes ternaires des recherches de sonorité. C'est un exemple facile à vérifier. Donc, avec nos sonorités et nos rythmes, notre discours, comme la poésie, nous avons bien de la poésie en prose, comme la poésie, aura pour but d'envoûter. Et voilà, nous sommes à la persuasion et nous sommes revenus au fameux pharmacone dont je vous parlais tout à l'heure. Le pharmacone, le discours sera un pharmacone qui produira sur mon âme le but recherché par l'orateur. Platon fait dans son fameux dialogue intitulé Gorgias, dont Gorgias et Socrate sont les héros principaux, l'objection suivante. Votre discours, cher Gorgias, avec sa puissance extraordinaire, peut quand même servir à faire triompher une cause injuste. Oui, répond Gorgias en substance, je résume, mais il ne faut pas incriminer le discours comme tel. Il faut incriminer celui qui en use. Autrement dit, l'élève qui aura fait un mauvais usage du discours. La réponse de Gorgias me paraît assez valable. Et à propos de cet usage donc, Gorgias fait venir un autre concept très important. Il faut partir du mot grec kairos. Kairos en grec signifie l'occasion. Petite parenthèse pour mieux l'expliquer. L'occasion, c'est évidemment un concept, un terme abstrait, mais les Grecs l'ont représenté assez souvent par une tête chevelue, et nous disons bien saisir l'occasion. Et il montre que cette tête chevelue est destinée à nous faire comprendre que quand la tête chevelue passe, il faut s'empresser de la saisir pour en profiter. Donc, notre Gorgias va développer ce fameux concept d'occasion. Autrement dit, revenons à l'âme et à ses passions agitées par des contraires, ce qu'on voyait tout à l'heure. Et donc, j'ai en face de moi, voilà, je suis un orateur, comme Gorgias, j'ai en face de moi quelqu'un dont l'âme est agitée par des contraires. C'est par mon discours que je vais privilégier l'un des contraires. Mettons, la peur panique et la sérénité. Donc, je vais privilégier la sérénité, je vais donc m'efforcer d'éliminer le contraire, la peur. Et donc, c'est le kairos qui va me guider dans mon discours. Mais de quoi est fait ce kairos? Il est fait de deux éléments très simples. Le premier, la sagesse, le second, la justice. Que faut-il mettre derrière le mot sagesse? Quelque chose de très simple,
que nous avons acquis par la culture, par la réflexion, par la pénétration de la psychologie humaine, et particulièrement de la psychologie de ceux auxquels nous nous adressons, c'est ce que Pascal avait appelé l'esprit de finesse. Voilà pour la sagesse. La justice maintenant. Eh bien, quand on la cultive avec l'esprit de finesse, la justice va nous faire écarter la raideur juridique et la raideur géométrique. Vous vous rappelez le fameux discours de Pascal sur l'antithèse entre l'esprit de finesse et l'esprit de géométrie. Exemple donc de ce kairos, justice appliquée à la vertu. La vertu, c'est notre traduction plus ou moins maladroite d'un très beau mot grec qui veut dire arrêter l'excellence. Alors l'excellence dans tous les domaines et en particulier, si vous voulez, dans la vie morale. Donc pour Gorgias, la vertu, l'excellence n'existe pas en dehors du temps et n'existe pas en dehors de l'espace. Prenons deux exemples. L'arrêté, la vertu de l'enfant, donc l'excellence de l'enfant comme telle. Ce n'est pas celle du vieillard. Donc, vous voyez, elle n'existe pas en dehors du temps. Il y a celle de l'enfant, il y a celle du vieillard. Voilà pour le temps. L'arrêté, l'excellence en temps de paix, n'est pas, bien sûr, l'excellence en temps de guerre. Voilà la distinction ici dans le temps et l'espace, donc l'enfant, le vieillard, la paix et la guerre. Et on pourrait dire aussi, l'arrêté dans un pays n'est pas du tout l'arrêté dans un autre. Pensons aux coutumes opposées. En substance, sans vous citer le texte qui est un petit peu compliqué, Aristote donnera raison à Gorgias contre, je dirais, les moralistes rigides, il pensait sans doute à Platon, qui définissait telle et telle vertu. Gorgias, lui, au contraire, savait se plier aux exigences des hommes et des circonstances. Eh bien, nous allons commencer maintenant à voir, avec le fameux éloge d'Hélène, la rhétorique de Gorgias, comme je l'ai intitulé, en acte, c'est-à-dire à l'œuvre, puisque, heureusement, nous est parvenu en entier ce discours composé par Gorgias pour défendre Hélène, la fameuse Hélène de Troie, dont je vous rappelle auparavant la légende, c'est absolument nécessaire pour comprendre les arguments de Gorgias. Donc, je prends la légende dans ce qu'elle a de plus courant. De qui Hélène est-elle la fille? Elle a eu pour père Zeus, le roi des dieux, et pour mère une mortelle, Léda, qui était l'épouse de Tyndare, le roi de Sparte. Tyndare, roi de Sparte, marié à Léda. Zeus est un spécialiste des amours des mortels. Il désire s'unir à Léda. Pour cela, il se transforme en cygne. Il s'unit, en cygne, c'est Y, bien sûr. Il s'unit à Léda et Léda va pondre 2 œufs. De ces 2 œufs vont sortir 4 personnes bien connues dans la mythologie grecque. Premier œuf, il y a ce qu'on appelle les Dioscures, Castor et Pollux. Laissons-les de côté. Deuxième œuf, Clytemnestre, la fameuse épouse d'Agamemnon, et notre Hélène. Donc, Clytemnestre et Hélène, voyez, sont dans le deuxième œuf, sont jumelles. Elles ont pour père ses capitales Zeus. Elles ont pour mère Léda, l'épouse de Tyndare. Donc, notre Hélène acquiert vite la réputation d'être la plus belle de toutes les femmes de Grèce.
Et donc tous les rois de Grèce la courtisent. Pour mettre fin à cela, pour trouver une solution, Ulysse propose ceci. Il dit à ses confrères, je dirais, et contradicteurs et compétiteurs, il dit voilà, respectons le choix d'Hélène et jurons ensuite de porter la guerre contre celui, quel qu'il soit d'entre nous ou un autre, qui tenterait de la séduire après qu'elle aura choisi son époux. Notre Hélène choisit Ménélas, le roi de Sparte, le frère d'Agamemnon. Elle aura une fille, etc. Laissons de côté. Donc, Hélène a choisi Ménélas. Que va-t-il advenir? Nous en venons maintenant aux fameuses noces de Thétis, une déesse, la mère d'Achille, et de Pélée, son père, un mortel. Je ne m'éloigne pas du tout du sujet, vous allez voir. Donc, puisqu'on a des noces d'une déesse, il y a évidemment un grand raout chez les dieux. Tous les dieux sont rassemblés pour ces noces. Au cours du banquet, une déesse nommée Eris, le nom n'est pas au hasard, Eris signifie la discorde, la dispute, etc., la querelle et tout ce qui en sont les conséquences. Donc, au cours de ce banquet des noces de Thétis et de Pélée, Eris lance une pomme d'or en disant à la plus belle. Trois déesses aussitôt se précipitent, et non des moindres. Héra, l'épouse de Zeus. Athéna, déesse vierge, mais qui s'estime néanmoins très belle, même si elle se refuse aux amours. Aphrodite, la déesse de l'amour. Et donc, pour mettre fin à cette dispute, c'est à moi que revient la pomme d'or à la plus belle. Zeus tranche de cette façon. Eh bien, toutes les trois, mesdames, allez donc sur le mont Ida en Troade, au royaume de Priam, où l'un des 50 fils de Priam, le beau Paris, jugera. Il est en train de garder ses moutons. Donc, elles se rendent sur le mont Ida. Je passe les détails. J'en viens au résultat du concours, si vous voulez. Chacune fait des promesses à Paris. Et Aphrodite lui promet, si tu me donnes la pomme d'or à la plus belle, je te promets, moi, l'amour de la plus belle femme du monde, Hélène. Vous voyez que je ne me suis pas éloigné. Il fallait dire cela pour en venir à comprendre l'histoire d'Hélène. Et donc, évidemment, Aphrodite est tenue par sa promesse, elle va l'exaucer. Je continue un petit peu, en laissant de côté les détails. Donc, Hélène est à Sparte, mariée à son bon Ménélas, roi de Sparte. Paris est en Troade, chez son père, le roi Priam, là-bas en Asie mineure. Il va arriver à Sparte. À Sparte, évidemment, il va séduire Hélène, et réciproquement, je pourrais dire. Et ensuite, nos deux amoureux, Hélène et Paris, repartent pour Troie. Que doivent faire les rois grecs? Porter secours, comme il l'avait juré, à Ménélas, qui s'est fait ravir sa femme. Voilà donc la légende d'Hélène. Si, j'ajoute quand même que sans cela, évidemment, il n'y aurait pas eu de guerre de Troie. C'est cela qui est capital, puisque tous les rois grecs vont débarquer en Troade pour prendre Troie et ramener Hélène à son époux légitime. Donc, vous voyez, dans cette légende, nous sommes au cœur de l'Iliade, dans cette légende, Hélène et Paris, mais en l'occurrence Hélène, est bien la cause de tous les malheurs engendrés par les 10 années de la guerre de Troie. Alors, je vais en venir à mon Gorgias. Outre l'Iliade, donc qui raconte en gros cela,
Hélène est au centre de pas mal d'écrits des anciens Grecs, vous vous en doutez. Il y eut au VIe siècle un poète appelé Stésichore qui composa un poème sur Hélène, poème dans lequel il blâmait Hélène d'être la cause de la guerre de Troie, ce en quoi nous dirions il n'avait pas tort. Oui, mais pour avoir ainsi blâmé Hélène, il fut frappé de cécité par les dieux et il voulut se racheter, il se racheta, il écrivit donc une deuxième œuvre intitulée La Palinodie, littéralement un chant en sens inverse. Le mot palinodie nous est parvenu avec ce sens-là, évidemment. Aujourd'hui, je dis blanc, le blanc me cause des malheurs, demain, je dis noir pour en avoir plus les malheurs. Donc, c'était le titre de la palinodie de Stésichore, dans laquelle il montra que Hélène n'est en réalité, la véritable Hélène, physiquement, n'était jamais allée à Troie. Seul son fantôme y était allé. Donc, vous voyez, c'était une façon d'innocenter Hélène. Et évidemment, notre Stésichore recouvra la vue. Euripide, le grand poète tragique au Ve siècle, donc contemporain de Gorgias, avait traité également de la légende d'Hélène dans une tragédie intitulée Hélène et dans une autre intitulée Les Troyennes, qui nous sont heureusement parvenus. D'autres écrivains ont traité le même sujet. C'est vous dire que ce fameux sujet d'Hélène était cher aux Grecs. Alors voyons maintenant l'argumentation de Gorgias. Je n'ai pas jugé bon de vous mettre le texte sous les yeux car il était un peu long, je n'ai pas voulu entrer dans les détails. Ce sont les arguments qui nous intéressent. Gorgias va établir donc la ligne de défense d'Hélène sur les bases suivantes. Il va étudier les causes possibles est important, du départ d'Hélène à Troie. Il en énumère 4, nous disons bien, des causes possibles. Première cause possible, la puissance surnaturelle, que vous l'appeliez, dit-il, la fortune, le hasard, tuké, la nécessité, ananké, la décision divine, voyez, peu importe, fortune, nécessité, décision divine, cela revient au même. Il y a une décision surnaturelle qui est plus forte que nous. Donc, nous n'y pouvons rien. Premier argument. Deuxième argument, nous sommes toujours dans les causes possibles du départ. Eh bien, le rapt avec violence. Hélène a été enlevée malgré elle par Paris, qui l'a emmenée à Troie. Donc, elle n'y est pour rien. Troisième cause possible du départ d'Hélène, la séduction du discours amoureux. Ah, nous en sommes là à un thème cher à Gorgias. Donc, Paris s'est adressé à elle de telle sorte qu'elle n'a pu résister à la puissance de son discours. Et enfin, dernière cause possible, la force de Eros. Eros, c'est le désir érotique, comme nous disons, c'est l'amour physique, qui est, nous dit la mythologie, et que nous disent de très nombreux poètes grecs, le plus puissant de tous les dieux. Voyons, je résume la première cause possible, donc la puissance surnaturelle. Donc, que vous fassiez appel à fortune, nécessité, décision des dieux, il est bien évident que vous êtes sous l'autorité de quelque chose de plus puissant que vous. Donc, vous n'y pouvez rien. Que répondre à cela? Rien. Le rapt, il est évident que si rapt il y a eu, l'injustice, ce n'est pas Hélène qui l'a commise, elle l'a subie. C'est son ravisseur Paris qui l'a commise. Donc, notre pauvre Hélène mérite non pas la condamnation, mais la pitié. Troisième cause possible de son départ, le discours trompeur. Gorgias, on le verra, développe très longuement cette cause possible, puisque au fond, c'est son thème favori, la puissance du discours.
le discours étant capable de produire les effets choisis par l'orateur. Et il conclut son argumentation par ceci, eh bien oui, au fond, le discours trompeur qui a produit l'incantation irrésistible dans votre âme, ben cela a causé pour vous une mauvaise fortune. On revient un peu à l'idée de fortune. Dernière cause possible, le désir amoureux, que dit très bien le mot grec éros, eh bien, il part de constatation que tout le monde peut faire. La vue de toute chose cause dans l'âme de puissantes empreintes. Elle peut causer la terreur, elle peut causer le charme, selon les spectacles. Donc, notre Hélène a été charmée dans son regard par le corps d'Alexandre. Cela a fait naître en elle le désir amoureux Éros. Éros, vous le savez, dit Gorgias, tous les Grecs le savent, c'est le dieu le plus puissant. Tous les dieux même lui sont soumis. On pourrait citer 1000 exemples, c'est évident. Et donc, Éros est invincible, comme le disent souvent les poètes grecs. Et si vous tenez, dit Gorgias, Éros pour une maladie humaine, ce que les philosophes n'arrêtent pas de nous dire, que la passion amoureuse est la pire des maladies. Eh bien, si c'est une maladie humaine, vous vous trouvez de nouveau devant une infortune qui vous est tombée dessus. Et donc, là non plus, il n'y a pas eu de délibération pour faire commettre une faute. Donc, notre Hélène est innocente. La prochaine fois, nous ferons quelques observations donc sur ces raisonnements et je pense que nous pourrons examiner un passage de l'éloge d'Hélène. Je vous remercie de votre attention.